Ce programme vous est présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Monsieur N, Waterloo, Adieu Bonaparte et depuis mercredi dans les salles Napoléon sous la direction de Ridley Scott. Mais quelle est cette figure qui fascine toujours autant en France comme à l'étranger et quel est surtout son héritage dans l'éducation? On va bien sûr parler de Napoléon dans la question du jour. Rencontre avec Stéphane Valentin en seconde partie d'émission qui nous rappelle l'importance du jeu dans le développement de l'enfant. Et comme chaque vendredi, vous retrouverez Loïc Landreau pour l'agenda de la semaine. Au menu, un spectacle immersif, un château aux couleurs de Noël et bien sûr le dernier Pixar au cinéma. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce chiffre, 85. 85, c'est le nombre de renvois définitifs après les incidents pendant la minute de silence à Dominique Bernard et Samuel Paty. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 605 sanctions ont été prononcées après les hommages rendus aux deux enseignants assassinés et les perturbations qui ont émaillé ces moments de recueillement partout en France. 85 exclusions définitives des établissements ont été prononcées pour apologie du terrorisme ou menace contre des enseignants. 322 exclusions sont temporaires et 47 sont définitives mais avec sursis. Pour les actes de contestation les plus graves, des mesures d'éloignement à titre conservatoire avaient déjà été décidées dès le 16 octobre, qui était la date justement de cet hommage. Cité dans le communiqué du ministère de l'Éducation, Gabriel Attal se félicite bien sûr de ces sanctions. Ces sanctions, c'est d'abord un engagement tenu, dit-il, celui que j'avais pris devant les Français de ne rien laisser passer au nom de la mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty et de l'indispensable respect de l'autorité à l'école. À la veille de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le Haut Comité à l'égalité demande des mesures d'éducation et de prévention. Oui, le HCE a publié ce matin un communiqué et il réclame de prendre le mal à la racine, des moyens financiers, mais aussi des cours d'éducation à la sexualité ainsi qu'une régulation du numérique pour éliminer la violence. Les stéréotypes et le sexisme s'installent dès le plus jeune âge, pouvant conduire à un continuum tragique à des agressions sexuelles et des féminicides. Les cours d'éducation à la sexualité et au consentement, au respect et à l'égalité doivent enfin être mis en place 22 ans après la loi. Voilà ce que réclame le HCE. Pour rappel, chaque année, une femme est tuée tous les 3 jours par son conjoint ou ex-conjoint et 90 000 sont victimes de viols ou agressions. Demain, 25 novembre, les associations appellent à défiler pour cette cause dans les grandes villes de France. On revient également sur la mort de ce collégien près de Nantes suite à une vaccination contre le papillomavirus. Le 27 octobre à Saint-Herblain, un collégien de 5e sort de la salle où il vient d'être vacciné conformément aux recommandations des ministères de la Santé et de l'Éducation pour lutter donc contre le papillomavirus. Mais quelques minutes plus tard, l'adolescent se sent mal, il chute lourdement sur le crâne et il décède quelques jours plus tard à l'hôpital. L'enquête administrative de l'Agence régionale de santé des Pays de Loire aura duré 3 semaines et elle affirme ne pas avoir relevé de dysfonctionnement sur l'organisation de la campagne de vaccination, sur la préparation du Centre fédératif prévention-dépistage, qui est un service du CHU de Nantes qui assure la campagne de vaccination en Loire-Atlantique, ou sur le circuit de distribution et de mise à disposition des vaccins qui aurait été la cause de cet accident. La campagne de vaccination a été suspendue en Loire-Atlantique, mais elle continue partout en France. L'ARS a néanmoins demandé à ce que les rôles des soignants et des équipes scolaires soient clarifiés et elle souhaite que le risque de stress post-vaccination fasse l'objet d'une prévention particulière. Et on termine avec ces chiffres très inquiétants. 2800 enfants dorment dans la rue à l'heure où on parle. Oui, selon le dernier baromètre de l'UNICEF et de la Fédération des acteurs de la solidarité, ce chiffre est en augmentation de 42% depuis le mois d'août. Et à Paris, ce sont 400 enfants et familles qui sont sans abri actuellement, mais enfin, la solidarité se met en place à l'appel de plusieurs élus. La région Île-de-France a donné son feu vert pour que 5 établissements scolaires de la capitale soient transformés en lieux d'hébergement d'urgence jusqu'à la rentrée 2025. Alors ce sont des bâtiments qui n'accueillent plus d'élèves. Ils ont été fermés à la rentrée 2023 pour raison de vétusté ou tout simplement parce qu'il y avait une baisse du nombre d'enfants à scolariser dans ces quartiers. Et dans le compromis politique qui a été trouvé entre la mairie de Paris et la région Île-de-France, Valérie Pécresse, la présidente de la région, a demandé au préfet de s'engager à remettre en état certains de ces lycées dans un délai maximum d'1 mois.
Et parallèlement, donc, des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction de l'État en termes de logement d'urgence. C'est le cas de Manuel Domergue. Il est directeur des études à la Fondation Abbé Pierre et on l'écoute. C'est la loi qui est extrêmement claire, qui dit toute personne en situation de détresse doit être hébergée en urgence par l'État. Donc l'État se met hors la loi, et même pas seulement pour des personnes, des adultes, etc. On pourrait penser qu'ils pourraient un peu se débrouiller. On parle d'enfants qui dorment dans la rue par milliers. Et ça, l'État le sait, on l'interpelle tous les jours, tous les médias le font depuis des mois, et l'État décide de ne rien faire. Clairement, les différents ministres qui se succèdent au micro, avec beaucoup de difficultés, annonnent des éléments de langage en disant qu'on fait déjà beaucoup. Voilà, comme si ça allait consoler les enfants qui dorment dans la rue de savoir que l'État fait déjà beaucoup, comme si l'État n'avait pas quelques dizaines de millions d'euros à dépenser au moins pour trouver des hôtels, des centres d'hébergement d'urgence, même si le mieux c'est d'avoir un vrai logement. Les associations qui demandent donc le déploiement et le déblocage de 10 000 places d'hébergement d'urgence dès maintenant. Merci beaucoup Loïc pour ces informations. Napoléon au cinéma depuis mercredi. Alors ce n'est pas une première, mais le très attendu biopic du général devenu empereur par Ridley Scott ne cesse de faire couler de l'encre et de raviver les débats autour de ce personnage marquant de l'histoire. Mais alors que reste-t-il de l'héritage napoléonien et pourquoi fascine-t-il encore et toujours? On en parle dans la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Irène Delage. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne à la Fondation Napoléon, ainsi que David Chantrane. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aussi. Vous êtes journaliste et historien spécialiste de Napoléon. Alors vous l'avez compris, ici nous sommes tous les trois réunis aujourd'hui. C'est pour parler justement de ce grand personnage historique qu'est Napoléon. Et c'est d'abord parce que cette semaine, il y a ça. General, we are discovered. Good. Wait! Guys! It's a trap! Retreat! I'm not built like other men. Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Napoléon de Ridley Scott dans les salles donc en ce moment. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Moi, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu beaucoup parler. J'en ai parlé avec des collègues. On en a parlé aussi avec David. Pas vu volontairement ou parce que... Parce que je n'ai pas eu le temps pour l'instant, mais très envie de le voir. Ouais. Donc pas hermétique. Absolument vous dites, pourquoi pas réinterpréter finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est du cinéma. On va d'abord au cinéma. Même quand on est historien, on aime le cinéma et c'est le point de vue d'un créateur. Donc c'est toujours intéressant, même si c'est sur une histoire nationale. Et où je pense qu'on a nous-mêmes un point de vue sur Napoléon, un point de vue esthétique, mais ces confrontations-là, elles sont très intéressantes. Autre point de vue, bruit blanc, sueur dans le dos, flamme intense, envie de se cacher les yeux devant la bicorne sur la tête de celui qui l'interprète, en l'occurrence c'est Joachim Phoenix. Ni meilleur ni plus mauvais qu'avant lui, Marlon Brando, Albert Dieudonné, Patrice Chéreau, Christian Clavier. Ça, c'est un extrait en fait de la critique de Libération sur donc ce film de Napoléon. Un petit mot. C'est un faux procès. Je l'ai vu 3 fois, moi, le film. Ah, carrément. Ah oui. Je l'ai vu parce que l'avant-première, même presse, le 14 novembre, avant même la présentation à Pleyel, et puis ensuite 2 fois où je l'ai présenté à Rueil-Malmaison et au Grand Rex. Et à chaque fois, j'ai cette même approche, c'est-à-dire, comme le disait Irène très justement, c'est une création artistique. C'est surtout, les gens vont venir parce que c'est Ridley Scott, parce que c'est Gladiator, parce que c'est les duellistes, c'est un spectacle permanent. Et permanent parce qu'il y a des choix esthétiques, d'histoire, de la façon dont on le raconte, et parce que Joachim Phoenix, ça reste quand même l'un des grands acteurs actuels. Et justement, le face-à-face avec Vanessa Kirby il est intéressant parce que même si l'âge n'est pas celui de Napoléon à l'époque, même si Vanessa Kirby donne une interprétation de Joséphine qui n'est pas celle que connaissent les historiens, ce qui est intéressant, c'est que ça renouvelle, ça dépoussière un peu le personnage et le couple qu'il faisait avec Joséphine, et que d'une certaine manière, ça répond à certaines interrogations actuelles. Et c'est aussi à ça que sert le cinéma. Eh bien justement, on va en parler de ces interrogations parce que c'est un personnage extrêmement complexe, une figure très complexe. Napoléon, personnage incontournable de l'histoire de France. D'ailleurs, je crois que c'est le plus connu dans le monde. Oui. Il me semble. Oui, puis il a été porté 700 fois au cinéma. Il s'écrit quasiment, c'est ce qu'on raconte souvent, un livre par jour depuis sa mort. Mais j'allais presque dire qu'il est au cœur des débats. Enfin, on en parle régulièrement à différentes reprises. Et que Napoléon, il sert aussi à des questions de société.
Et souvent, on en parle, la position des femmes, la façon dont il faut régler les différends entre les citoyens, et puis la situation qu'est la France à l'international, elle est liée aussi à la façon dont Napoléon a géré les affaires diplomatiques. Alors, on va reprendre ces points un par un, parce que merci mille fois de me faire une introduction pareille, mais c'est exactement cela. Quel est l'impact aujourd'hui de Napoléon sur la société actuelle française? Et il est énorme. D'abord, cette empreinte justement profonde sur la société française et ses institutions dans son ensemble, est-ce que c'est par les acquis de la Révolution, peut-être, Irène Delage? Oui, on présente souvent Napoléon comme le fossoyeur de la Révolution, mais il faut savoir quand même qu'il a beaucoup d'éléments de la Révolution, que la Révolution n'a pas pu faire aboutir, c'est pas le lieu d'en discuter, ont été portés et concrétisés par Napoléon. Il y a aussi des choses comme par exemple des choses qui ont disparu de la Révolution française. Je vais par exemple prendre l'exemple qui est très fort pour les Français, c'est la Légion d'honneur, que Napoléon a décidé d'instaurer une nouvelle décoration qui associe les militaires mais aussi les civils. Et nous sommes aujourd'hui toujours très attachés à ça. Et aucune république par la suite n'a modifié cette décoration parce qu'elle a fait œuvre de réconciliation et de réunion de citoyens qui avaient été positionnés dans des camps différents au moment de la Révolution. Donc ce sont des choses très fortes. Mais surtout les Français qui en permanence se targuent justement d'être le pays de la Révolution, des révolutionnaires toujours, qui sont toujours dans cette espèce d'esprit d'être battants, de toujours être en guerre, ou en tout cas, si ce n'est pas en guerre, dans la volonté de discuter, de dire, de parler, d'invoquer. C'est peut-être ça aussi, l'empreinte de Napoléon, non? C'est complètement ça. Et d'ailleurs, ça s'applique sur un élément qui nous concerne directement aujourd'hui, c'est l'éducation. Napoléon, il a réglé un problème, un différend qui était en germe depuis tellement longtemps qu'on n'arrivait pas à résoudre, qui était le problème de l'éducation pour ceux qui avaient plus de 12 ans. Il s'était lui-même inspiré de ce qu'il avait connu, puisqu'il avait été dans les écoles royales militaires jusqu'à Brienne, et ensuite à l'école royale militaire de Paris. Mais pour tous ceux qui n'avaient pas de bourse, comme c'était son cas, pour tous ceux qui n'avaient pas accès à cette éducation, eh bien il va créer le lycée, dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers et dépositaires, enfin on voit bien les lycéens, et le baccalauréat. Et que d'une certaine manière, c'est une porte d'entrée pour les études supérieures, et ça signifie que l'élite, du moins la méritocratie, comme l'a rappelé tout de suite Irène avec la Légion d'honneur, cette méritocratie, elle a une application directe, c'est la volonté d'avoir des universités impériales. Ce qui est une forme finalement de ce que l'éducation nationale aujourd'hui a abouti. C'est Napoléon qui a été le premier à les mettre en place avec des structures très solides. Alors encore une fois, on n'est pas là pour encenser ou pour admirer, etc. C'est des faits précis et pour pouvoir discuter de cette place, de cette figure si emblématique qu'est Napoléon. Une figure éminemment politique, clairement, Napoléon. Encore aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est de droite ou de gauche ou pas ? Alors aujourd'hui, il est considéré, mais je pense qu'Irène va dire la même chose que moi, il est considéré effectivement comme un homme un peu conservateur, qui a peut-être, alors ça c'est une lecture a posteriori, qui a peut-être aussi inspiré des dérives politiques, pour pas dire autre chose. À l'époque de Napoléon, il est considéré comme un homme de progrès, qui assoit les bases de la Révolution et qui est considéré finalement comme l'élément moteur, en fait. Oui, l'élément moteur des trois éléments inséparables de la Révolution, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Il les inspire, il les met en place, et surtout il a un outil formidable qui est le Code civil, et qu'il va diffuser à travers toute l'Europe, et qui d'une certaine manière permet, avec ses 2000 articles, plus de 2000 articles, de régir la relation entre les citoyens. Et ça va être fait non seulement en Italie, en Allemagne, qui n'existe pas véritablement, mais dans les territoires germaniques, et au-delà, jusqu'en Pologne. Ce Code civil, il va irradier l'esprit révolutionnaire, finalement l'esprit des Lumières, et c'est Napoléon qui est son acteur, son agent principal. Enfin, lui et tous les gens qui l'entourent, parce que c'est aussi une génération au pouvoir. Alors, ce code civil, justement, des Français, qui est promulgué en 1804, qui reprend certaines grandes conquêtes, justement, de la Révolution. Et c'est un immense apport de Napoléon, évidemment. Alors, égalité entre les citoyens, j'ai bien tout noté, laïcité de l'État, liberté de conscience, mais quand même, et j'aimerais bien votre petite réaction, Irène Delage, là-dessus, et d'ailleurs David Chantrain aussi, mais quand même, il fait de la femme une mineure. C'est-à-dire qu'en fait, sous la domination de son mari, la femme ne peut donc pas prendre de décision pour elle-même, mais encore moins pour ses enfants. C'est quand même important de le rappeler de nos jours, notamment quand on enseigne Napoléon dès la classe de CM1. Assurément, mais c'est d'abord il y a un élément de contexte de l'époque. On oublie peut-être aussi que c'est encore pire. C'est encore pire, mais en fait, l'idée de Napoléon, il faut comprendre sa conception, c'est construire le socle de la famille.
Et donc la place de l'épouse est particulière, elle est avec des droits conservateur, limités. donc c'est bien ça. Conservateur, noter, ouais. c'est quelqu'un qui... la jeunesse de Napoléon, c'est quand même la fin de Louis XVI, hein, la fin de l'Ancien Régime. C'est pas... Voilà, c'est sa jeunesse, il s'est construit aussi dans ces mentalités-là. Les femmes qui sont chefs de famille avaient le droit de vote, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Mais dans les élections, je ne sais plus c'est quel échelon cantonal, etc., les femmes chefs de famille avaient le droit de vote. Mais ça s'est arrêté après ? Non, c'est aboli. C'est-à-dire qu'en réalité, la femme, lorsqu'elle devient veuve, c'est ce qu'explique effectivement Irène, lorsque la femme devient veuve, elle peut bénéficier à la fois des droits, des devoirs, de tout ce qui lui incombe, elle peut voter, et surtout lorsqu'elle a une activité commerciale, elle peut, sans faire de publicité, vous avez trinqué avec de la veuve Clicquot. Madame Clicquot, lorsque son mari est mort, elle a continué l'activité commerciale de vente de champagne, et aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de veuve Clicquot, c'est parce que dans le Code civil, il est prévu qu'elle puisse maintenir son activité et ensuite en faire hériter à la fois ses successeurs et les gens Seulement qui quand sont on est autour d'eux. veuve, hein. Oui, On le mais rappelle. ça signifie Mais que c'était à l'évolution de l'époque, Il faut toujours se repasser dans le contexte. contexte, pas pareil. c'est qu'on est juste après la Révolution et qu'il y a une idée de protection de la femme parce qu'il y a eu tellement d'exactions, de viols et tout ce que ça comporte que la femme est protégée par son père lorsqu'elle n'est pas mariée, lorsqu'elle est encore jeune fille, ou son mari lorsqu'elle l'est. Et d'une certaine manière, c'était volonté de créer une structure. C'est vrai qu'il n'a pas été aussi loin que les avait demandé, par exemple, Madame Roland ou Olympe de Gouges à la tribune au moment de la Révolution. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher. Mais j'allais dire que c'est une structure. Et ensuite, Napoléon donne ses bases. Ça va évoluer, bien évidemment, et heureusement, tout au long du XIXe siècle. Alors, on parle d'une aventure napoléonienne, en fait, qui est bien plus vaste que celle que l'on croit, hein, avec l'impact sur le monde encore aujourd'hui. Elle s'inscrit dans un temps long. On croit la figure de Napoléon, finalement, qui, la fin de la Révolution et le retour des Bourbons, justement, sur le trône, où il y a un impact visible encore sur la société actuelle. C'est-à-dire en quoi Napoléon, on en parle, hein, vous venez de citer le Code civil, il y a plein d'autres choses, mais a cet impact-là aujourd'hui qui est si marquant pour la société. De vous répondre. Je peux vous répondre, c'est 240 réformes. Dans une France qui a du mal à se réformer, à créer, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a une structure qui manque de relations et surtout de bases solides. Eh bien, il va créer à la fois, on l'a dit, les lycées, mais aussi, surtout, les structures de l'État et de la société. Les prud'hommes, c'est Napoléon. Le cadastre, avec la structure même de la volonté d'avoir des propriétés installées, c'est Napoléon. Et de la même manière, la Banque de France, donc pour l'économie, c'est très important. Donc ces éléments, il le fait en voulant finalement donner des bases sur lesquelles ses successeurs vont s'inspirer. Et vous avez tout à fait raison de rappeler la Restauration. Si Napoléon n'était pas arrivé à ce moment-là, la Révolution, ou du moins son souvenir de cette République, aurait peut-être été balayé rapidement. Les 15 années de Napoléon ne seront jamais finalement mises à mal. Et comme le disait tout à l'heure Irène sur la Légion d'honneur, même Louis XVIII, même Charles X ne reviendront jamais sur ce symbole même de la Légion d'honneur, parce que ça montre que finalement, ces acquis qu'on a eu tant de mal à mettre en place, Napoléon les a mis de manière solide. Et personne ne voudra mettre un terme à cela. L'histoire du droit et des institutions. Philippe Fabry compare Napoléon et Hitler, semblables sur plusieurs points, dit-il. Un impérialisme revanchard, tous les deux issus de petites lignées. Alors, bon, je ne vais pas me fâcher avec mes copains corses, mais l'un corse, l'autre autrichien, qui deviennent des incarnations respectives, finalement, de leur orgueil national, avec un insatiable appétit impérial, soumis à la psychologie des foules qui les ont portés et animés par une forme de colère. Qu'est-ce que vous en pensez, Irène Delage ? C'est une comparaison très dure, hein, évidemment. Mais c'est très dur parce qu'en fait, je suis tentée de parler de malhonnêteté intellectuelle. Le rapprochement n'est juste pas possible. Parce que ça n'a absolument rien à voir. On peut comparaison. D'où vient la confusion alors ? Pourquoi cette assimilation ? Parce que un peu facilement, un homme à la tête d'un État qui prend le pouvoir, on pourrait dire un dictateur dans ces cas-là ? Qui s'engage. Il n'y a pas de dictature au XIXe siècle. Oui. Elle existe. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu faire la même analogie. Effectivement, c'est pour ça que les comparaisons sont difficiles. Nous, depuis le temps qu'on travaille sur les sujets napoléoniens, moi, je suis parfois démunie par certaines questions. Mais c'est très intéressant parce que lorsque justement on fait le parallélisme avec l'école, avec l'éducation, de bien toujours replacer dans le contexte. C'est une façon aussi de pouvoir enseigner l'histoire, aussi d'expliquer à quel point enseigner l'histoire, c'est aussi ça. Oui, mais il y a des faits indéniables, et Irène a tout à fait raison de le rappeler. Non seulement comparaison n'est pas raison, mais en plus, qui est beaucoup plus intéressant que ça, c'est que du point de vue même de ce qui a été mis en place par Napoléon, il était attaqué par les monarchies héréditaires parce que justement, il rappelait l'élévation qui était la sienne et que surtout, il mettait au pouvoir des personnes qui venaient de tous horizons. C'est tout à fait différent que d'avoir une politique d'extermination
une idéologie exterminatrice et de domination, ce qui n'est pas le cas de la Révolution française. La preuve d'ailleurs, il y a des contre-pouvoirs au temps de Napoléon. D'une certaine manière, quand il est obligé d'abdiquer en 1814, le Sénat conservateur, qui est la structure même de l'État à l'époque, lui retire le pouvoir, il est obligé d'abdiquer. Ça n'est jamais le cas des dictatures du XXe siècle. Et même, je vais vous dire autre chose, lorsqu'on parle de dictature ou qu'on parle même de racisme organisé du temps de Napoléon, parce qu'il rétablit l'esclavage, s'il rétablissait l'esclavage, il aurait pu rétablir l'esclavage même sur la France continentale, il aurait pu le rétablir sur toutes les créations et toutes les colonies entre guillemets qui étaient la France. Or, lorsqu'il est en Égypte, au contraire, il libère les esclaves. Lorsqu'il est à Malte, il libère également le servage. Donc, Napoléon, ça n'est pas une structure ni une organisation destructrice, bien au contraire. Et c'est à cela d'ailleurs que se sont attaquées les monarchies, parce qu'elles se sont dit, c'est la fin de notre aristocratie, c'est l'égalité pour tous. Et c'est ça que Napoléon, on cherche à mettre à mal. Alors justement, est-ce que c'est la fascination du conquérant qui ressort systématiquement ? C'est ça qu'il faut rappeler en fait. Est-ce que c'était un guerrier, comme on le dit vraiment, ou est-ce que c'est pas justement plus à lui qu'on a fait la guerre ? Il y a deux périodes. D'abord, c'est un général des guerres il y a deux empires. J'en permets. Pardon, excusez-moi. C'est un général des guerres de la Révolution. Donc, il est déjà pris dans cette perspective, dans cette situation politique et diplomatique aussi, parce que la guerre à cette époque, c'est la diplomatie. Malheureusement, les actualités nous rappellent à cette chose-là. Et puis déjà, c'est un militaire, donc forcément. Mais la dimension conquérante, c'est aussi, et là c'est parce que le film y fait repenser, c'est aussi tous ces tableaux, tout cet imaginaire très visuel, etc., où Napoléon s'est servi aussi de ça pour construire au départ son positionnement et la possible prise de pouvoir. Il faut qu'il se fasse connaître, il faut qu'il se fasse déjà qu'il se construise un personnage. Donc en Italie, par exemple, il utilise aussi la presse déjà en faisant publier les bulletins. Il aurait été fort sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Ah oui, très certainement. Oui, évidemment. Bien sûr, il se serait emparé de tous les médias. C'était un communicant sans parti pris et sans... Oui, non. Cette figure du combattant, il y a les conquêtes, évidemment, puis il y a aussi les défaites, fatalement. L'homme en lui-même, en fait, est fascinant. Et c'est peut-être ce personnage aussi dont on a envie de parler. C'est-à-dire qu'outre les faits historiques, c'est-à-dire les grandes conquêtes, les grandes batailles, c'est cet homme qu'il incarnait, qui pouvait être saisissant. Justement, avec un pouvoir fort qu'il met en place, donc l'Empire, ce sacre de Napoléon, des siècles après Charlemagne, est-ce qu'on peut croire que il renoue finalement, c'est un renouement avec la royauté ? Oui. Parce que justement, il fait la synthèse de différentes tendances. Il est à la fois l'héritier, et c'est ce qu'il recherche, de Charlemagne, vous avez tout à fait raison, dans ce caractère un peu carolingien, un peu ancien. Parce que pourquoi ? Parce qu'il cherche à mettre une sorte de parenthèse sur le pouvoir des Bourbons, parce qu'on a mis fin à ce règne avec l'exécution du roi Louis XVI en 1793. Donc 11 ans après, faire un sacre, ça pouvait heurter. Donc on se dit, c'est impérial. C'est pas royal, et que cet empire c'est un jeu de mots ou pas ? Non, c'est pas un jeu de mots, c'est pour montrer la filiation avec l'Antiquité romaine. D'accord. Et donc c'est d'une certaine manière montrer qu'on est dans le pas d'Alexandre ou de César. Donc c'est un peu cet esprit-là. Bon, Alexandre le Conquérant. Oui, et c'est aussi avec des formes qui sont en adéquation avec la République. Et c'est pour cette raison que dans la Constitution de l'an 12, au moment où il est proclamé empereur, il est bien dit d'ailleurs, et c'est ce qu'il va faire ensuite lorsqu'il va prêter serment au moment du sacre, il prête serment en disant qu'il est empereur de la République française. Ça peut nous heurter, ça peut être paradoxal. C'est tout ça l'intérêt de Napoléon, c'est-à-dire qu'il fait la synthèse des différents courants et des différents moments d'histoire en un seul personnage. Alors ça va beaucoup étonner, si ce n'est plus, les personnes qui vont être autour de lui, mais d'une certaine manière, eh bien, on ne va jamais revenir là-dessus. C'est tout le paradoxe de la France, c'est-à-dire des pouvoirs forts, et la Ve République n'est pas autre chose, des pouvoirs forts avec quand même une représentation nationale. C'est un peu une innovation qui a beaucoup inspiré autour, et Napoléon, finalement, il en a fait la synthèse parce qu'il était un personnage qui pouvait le faire. Comme vous l'avez rappelé, il venait de Corse, il a réglé des différends que les Français eux-mêmes, on va dire de souche, n'auraient peut-être pas pu parce qu'ils avaient une histoire personnelle. Napoléon, aucun a priori, et il va régler des différends que personne n'aurait fait à sa place. Quel regard vous portez l'un et l'autre sur l'enseignement finalement de Napoléon et des grands faits historiques de l'époque finalement napoléonienne à l'école aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois primaire et secondaire ?
Alors, primaire et secondaire. Alors, la relation entre les programmes scolaires et Napoléon a été un petit peu complexe, on va dire, puisque pendant quand même de nombreuses années, la période napoléonienne était collée à la Révolution française et on avait l'impression que voilà, c'était un appendice. Et depuis 2019, dans les programmes scolaires, la période napoléonienne est là en tant que telle. Donc, je trouve que c'est déjà un positionnement intéressant. De mémoire, je dirais que dans le programme de première, il y a quatre périodes étudiées. Par exemple, celle qui va de la Révolution à 1848, c'est une dizaine d'heures. Donc c'est déjà un contingent d'heures qui est intéressant pour les enseignants. Et quand on voit les consignes et les conseils qui sont destinés aux enseignants dans le cadre des programmes, on voit que les sujets sont véritablement napoléoniens, portent sur les héritages, mais aussi des personnalités. Et quelles consignes exactement? Enfin, 2-3 exemples. Alors, quand je parle de consignes, ce sont les indications que, voilà, étudier le principe politique, quel est le type de pouvoir, effectivement. Donc, on arrive à une éducation politique qui est quand même pertinente pour revenir sur ces questions de comparaison avec d'autres régimes ultérieurs. Donc ces aspects-là sont très intéressants. Et justement, c'est intéressant de voir à quel point cela peut marquer effectivement plusieurs générations. Et donc les élèves, vous travaillez à faire justement des vidéos, à réaliser des petits projets avec les élèves pour pouvoir mettre en œuvre, à la limite de manière, au quotidien, de voir l'impact effectivement de Napoléon sur le quotidien des lycéens aujourd'hui. Alors au sein de la Fondation, on a développé depuis quelques années une série de vidéos sur YouTube, vraiment en s'associant au programme scolaire, donc vraiment pour répondre aux questions qui sont étudiées. Et puis j'avais un projet en tête depuis de nombreuses années et j'ai trouvé une classe qui est susceptible et très intéressée de le faire, un enseignant intéressé pour le faire. Et donc sur un an, on va travailler à la réalisation de vidéos sur un sujet napoléonien que les élèves vont choisir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont travailler déjà à l'écriture et donc au travail de recherche, la confrontation aux sources. Qu'est-ce qu'on sélectionne, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on transmet. Donc ils vont être à cette place-là et pas uniquement en tant qu'élèves. Et c'est ce qu'on trouve très, très intéressant de faire. C'est avec une classe d'un lycée de Chelles, l'Académie de Créteil. Voilà, on a commencé et on les a accueillis dernièrement pour justement une après-midi où on a présenté les métiers de l'histoire. Parce qu'à la Fondation, il y a plusieurs métiers. Et on trouve que c'est intéressant aussi de communiquer sur... Quand on aime l'histoire, qu'est-ce qu'on peut faire professionnellement ? Professeur d'histoire, c'est un métier extraordinaire, mais il y a aussi d'autres métiers, d'autres pratiques qui peuvent tout à fait intéresser. Alors, je le disais, donc il y a évidemment les faits historiques qui sont passionnants, toute l'histoire napoléonienne et les conquêtes, les défaites et autres, mais il y a toute l'histoire de l'homme, l'icône finalement qu'est Napoléon. Aujourd'hui, chez Drouot, on lit les enchères de la dernière Légion d'honneur de l'empereur, au menu les objets du quotidien, un fameux bicorne et même une mèche de cheveux. Cette Napoléomania, on l'a appelée comme ça, elle est complètement dingue, elle perdure à travers les époques. Finalement, c'est marrant. Par exemple. C'est quand même génial d'en parler aussi aux élèves. C'est ça parce que justement ça parle et qu'il y a une référence avec de grands capitaines d'industrie, avec de grandes réussites personnelles encore aujourd'hui et qu'on dit toujours c'est le Napoléon du web, c'est le Napoléon de telle cherche ou de telle spécialité. Napoléon c'est aussi un paradoxe parce qu'il y a un mystère encore avec lui. C'est le dernier grand personnage de l'histoire à ne pas avoir connu la photographie. Et que d'une certaine manière, on se dit que ces grands tableaux, ces grandes organisations, ces grandes mises en scène, elles restent encore un peu mystérieuses. On essaie de démêler le vrai du faux. Et c'est ça aussi qui rend le personnage intéressant, parce qu'il n'y a pas un Napoléon, il y en a plusieurs, selon les spécialités, tout ce que nous avons évoqué cet après-midi, et que toucher une part de ce personnage, c'est par exemple acquérir un chapeau pour 1,5 million, c'est d'essayer de trouver sa Légion d'honneur, parce que ce sont des symboles forts qui restent encore pérennes, et que cette pérennisation finalement du système napoléonien, eh bien, si on veut finalement toucher du doigt cette réalité, il faut s'intéresser à son créateur, et en l'occurrence un personnage très complexe, avec beaucoup de zones d'ombre, mais aussi beaucoup de réussite. Personnage complexe, je disais par rapport au Code civil, et je touchais du doigt l'aspect un peu limite par rapport à
à la femme à l'époque, mais bon, encore une fois, c'est une sorte de contexte. Mais la relation qu'il avait avec Joséphine de Beauharnais est quand même tout à fait intéressante. Elle est une femme de 6 ans, son aînée. Déjà, est-ce que c'était bien vu à l'époque ou pas, d'avoir une femme plus âgée? Il n'y avait pas de considération. Pas de considération. C'est vraiment comme quoi les époques, finalement, ont dû dire c'est bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que ce couple était ultra moderne? Moi, je dirais oui. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, parce que ce sont deux destins hors du commun. Et oui. Joséphine quitte la prise. Oui, alors elle est aristocrate, lui, d'une petite noblesse, qui s'est un peu arrangée pour la Corse. Mais ce sont des aristocrates, mais qui sont envoyés dans le tourbillon de la Révolution. Joséphine a été emprisonnée à la prison des Carmes. Et lorsqu'elle sort, alors qu'elle aurait dû être guillotinée, elle se dit... Maintenant, tout est possible. Et bien exactement la même chose pour Bonaparte. Il a été vainqueur au siège de Toulon, mais comme il est proche des Robespierre et notamment d'Augustin, le frère de Maximilien Robespierre, il aurait dû être lui-même peut-être guillotiné. Donc finalement, ils n'ont plus rien à perdre. Et ce sont deux ambitieux, l'un qui cherche à avoir la gloire militaire et autre chose, c'est ce qui va arriver, et Joséphine qui cherche non seulement à s'assurer des arrières avec ses 2 enfants de son premier mariage, et aussi de montrer que, par exemple, avec cette modernité qui est la sienne, la position des femmes telle qu'on l'a voulu la Révolution, et même avant, avec les grands salons littéraires que les femmes influençaient, eh bien Joséphine pourrait avoir sa part d'histoire. Et donc, ils se sont bien rencontrés. Après, l'histoire d'amour, on va dire que c'est dans l'intimité, c'est ce que cherche à montrer le film. Mais cette part d'histoire, elle montre aussi qu'il y a une modernité dans la structure du couple et la façon dont ils utilisent leurs influences respectives. Moderne jusqu'au divorce, quand même. Exactement. Et c'est ça ce qui est particulier, c'est que aussi. dans le Code civil, il est indiqué, ça c'est une protection napoléonienne encore plus importante, il est indiqué que la femme ne peut pas avoir de divorce à partir de 45 ans. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas, d'un geste de la main, la remplacer par une plus jeune. Or, Joséphine a 46 ans en 1809. Elle a retenu, en sachant peut-être pertinemment que Napoléon voulait se séparer d'elle pour essayer d'avoir un héritier. En attendant, il fallait donc ce renoncement. Et en faisant ce renoncement, c'est elle qui mène la barque. Et donc Napoléon, comme au début de leur relation, il voit bien que c'est Joséphine qui a pris le dessus sur lui plutôt, et que d'une certaine manière, cette modernité, elle s'applique même jusqu'au moment de leur séparation. Les femmes dirigent le monde, que voulez-vous. Je me suis amusée à recenser, notamment sur le site de la Fondation Napoléon, les lieux, en fait, les 70 sites dans toute la France où on peut visiter effectivement tout ce qui a lien, trait à Napoléon, à l'époque napoléonienne. 70 sites à peu près, c'est absolument génialissime en fait. C'est génialissime, et puis ce sont des lieux qui sont très vivants, avec beaucoup d'activités. Il faut aller, rien ne vaut la confrontation et la découverte des lieux. Il faut aller dans les musées pour voir les œuvres. Dans les châteaux. Les champs de bataille. Il y a plein de choses à découvrir. Les reconstitutions, les bivouacs, ce sont des lieux de l'histoire vivante, et c'est toujours très, très intéressant. Et puis, comme le disait Irène, les archives. Parce que quand même, c'est la base de la recherche historique. Alors, ça peut paraître un peu difficile, mais comme on le fait régulièrement, moi à l'université, et puis Irène avec la Fondation Napoléon, il faut confronter la réalité avec des sources tangibles et importantes. Et c'est comme ça que l'éducation peut se faire, en montrant que finalement, c'est à partir de ces éléments que l'on peut écrire l'histoire, et pas uniquement avec la légende, même si elle est très belle. Cette légende, il faut aussi montrer qu'il y a des documents sur lesquels il faut s'appuyer. Si je peux dire juste un petit mot, c'est que justement les archives départementales sont souvent un lieu de pédagogie, c'est-à-dire que c'est aussi relié l'histoire locale pour les classes, pour les enseignements, et les archives organisent souvent des visites, des présentations de documents. C'est aussi un lieu intéressant à développer et à soutenir, ce que nous essayons de faire à la Fondation en tout cas. Merci mille fois vous deux d'avoir été sur ce plateau pour nous parler justement de cette figure emblématique qu'est Napoléon. Irène Delage, historienne à la Fondation Napoléon, et David Chanteran, journaliste et historien spécialiste de Napoléon. Merci, c'était passionnant. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Loïc, vous nous avez encore déniché, comme chaque vendredi, quelques petites pépites pour passer de bons moments avec nos enfants. Et on commence avec un spectacle immersif à Paris. Oui, et j'avais testé leur show il y a 3 ans déjà, donc je vais vous raconter comment ça se passe. Là, ça s'appelle Norma. C'est à partir du 5 décembre, dans un lieu encore tenu secret, dans le quartier de l'Opéra à Paris. Et le pitch est le suivant. Norma, c'était la reine du clan des orphelins. Elle les a élevés, elle leur a appris à lire, à compter, mais aussi à voler. Ben oui. Sauf que Norma
Norma vient de mourir et nous sommes tous réunis pour son enterrement. Elle n'a légué que des dettes, mais elle a demandé à ses orphelins de monter un dernier coup, puisqu'il y a un de ses amis milliardaires qui débarque à l'enterrement et pas à l'entraînement. Je vous laisse découvrir ce très très court teaser, on en parle après. Mes orphelins chéris, mes bijouteries, c'est moi. Je reviens d'Italie, j'avais oublié combien c'est joli. Ah, au fait, je suis morte. Et j'ai besoin de vous, mes chéris. Norma. C'est donc un spectacle immersif. Comment ça fonctionne ? En fait, on vous donne l'endroit où vous devez vous rendre au dernier moment. C'est tenu secret. Donc vous arrivez dans un hôtel particulier, un théâtre, un loft réaménagé, un appartement sur plusieurs étages, peu importe. Et dès que vous rentrez, vous êtes plongé comme dans un plateau de cinéma en réalité. Vous êtes dans une scène avec des décors très très bien faits et là vous avez les comédiens qui sont là et ils interagissent avec vous. Vous pouvez leur parler. On est en plein enterrement donc. On est en plein enterrement, il y a différentes pièces qui sont décorées et dans chaque pièce, il y a des comédiens auxquels on peut poser des questions, on peut discuter, on peut faire tout ce qu'on veut en réalité. Et à partir d'un moment, il va se passer quelque chose, il va y avoir un déclencheur et on va suivre les comédiens donc dans le reste de l'histoire et on sera les premiers témoins de cette histoire-là. Donc c'est vraiment génial à vivre, c'est plutôt pour les ados à partir de 12 ans, je dirais. C'est une vraie belle expérience de théâtre immersif et même pour les séances de 21h, figurez-vous que juste après le show, il y a ouverture du bar, il y a karaoké des années 90 et rétro gaming. Voilà, donc toutes les infos, c'est sur norma.bigdrama.fr. Demain et dimanche, rendez-vous à l'hôtel de la Métropole à Lyon pour un événement gratuit autour des émotions et du numérique, mais à hauteur d'enfant. Oui, chaque année, #SuperDemain rassemble le meilleur de l'innovation ludique et pédagogique pour toute la famille. Donc ce week-end, propose à vos enfants de décrypter leurs relations aux écrans et aux médias. Il y a 4 espaces par âge et des dizaines d'ateliers autour de la robotique, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, etc. Pour les moins de 6 ans, par exemple, il y a des coloriages augmentés, du pixel art, la cabane des émotions, les jeux sensoriels, de motricité, de logique. Pour les 6-8 ans, de l'analyse de data, on monte d'un cran, des jeux vidéo, sensibilisation au discours publicitaire, ça c'est intéressant, programmation de robots, il y a aussi une activité autour de l'identification des stéréotypes de genre dans les dessins animés. On continue de grimper pour les 8-10 ans, un espace pour les aider à gagner en autonomie dans leur pratique sur la toile et commencer aussi à alimenter un peu leur regard critique sur ce qu'ils y font au quotidien. Et pour les 10-12 ans, un espace jeux vidéo, un studio de youtubeurs, youtubeuses, un atelier sur l'intelligence artificielle, sur le rapport entre les hommes et les machines, et puis un jeu pour comprendre la matérialité du réseau et ses conséquences sur l'environnement. Voilà, c'est gratuit, c'est une programmation très riche pour aider vos enfants à mieux appréhender le numérique. Voilà. Direction maintenant dans un château tout près d'Orléans pour fêter Noël en famille. Les 2, 3, 16, 17, 23 et 30 décembre, les différentes salles du château de Meung-sur-Loire. Je ne suis pas sûr qu'on le dise comme ça, c'est peut-être Meung ou Meung-sur-Loire. C'est pour ça que je vous les ai J'ai bien vu, parce qu'il était dans votre lancement, mais vous n'avez pas voulu. Alors je pense que c'est Meung-sur-Loire. Je ne suis pas très spécialiste, mais en tout cas, c'est tout près d'Orléans. Et c'est un édifice magnifique qui est redécoré pour l'occasion en mode vintage. Alors il y aura des rencontres avec le Père Noël, bien sûr, mais les enfants aussi pourront fabriquer des personnages en bonbons. Il y aura des ateliers de maquillage, un château gonflable, des spectacles et à l'extérieur du parc, un parcours avec des filets suspendus, des ateliers d'adresse et même un parcours avec des dragons. Et vos places sont donc sur château-de-meung.com. Et on termine avec l'événement de la semaine dans les cinémas. Alors il y a bien sûr le film Napoléon, mais il y a aussi le nouveau Disney Pixar. Ça s'appelle Wish, Asha et la bonne étoile et c'est le film qui célèbre les 100 ans du studio Disney. C'est l'histoire d'Asha, une jeune fille de 17 ans qui vit à Rosas, un royaume où tous les vœux peuvent littéralement s'exaucer. Elle est l'apprentie d'un roi qui peut en fait exaucer tous les vœux qu'on lui confie, mais Asha se rend très vite compte que c'est un souverain despotique qui n'exauce que les vœux qui l'arrangent. Et oui, elle va se battre pour le révéler au grand jour. Regardez la bande-annonce. Je cherche l'étoile qui saura me guider. Je souhaite mes peurs, je les oublie sur le chemin. Oh, votre magie nous éblouit. Ce n'est pas moi. Comment ? Hier soir, j'ai confié un vœu à une étoile. Et l'étoile a répondu. Je parle? Moi, je parle? Et en plus, j'ai une voix de velours. C'est une menace qui m'est adressée. Qui oserait vous menacer? Là, je sais pas quoi te dire. Où est l'étoile qui saura? Il y a un train
traître parmi nous. Retrouvez la chasse. Les oublie sur le C'est sans issue. C'est de l'acajou massif et brut. Belle trouvaille, Valentino. Alors, il faut quand même que je vous prévienne, c'est pas pour vous casser le cou, mais il faut être honnête aussi, le film n'a pas vraiment emballé la presse au moment des différentes avant-premières. D'abord parce que le scénario y est décrit comme assez simple, voire simpliste, et puis il y a eu des déceptions concernant l'animation qui devait être en fait un mix entre animation 2D, donc à l'ancienne, et 3D comme on connaît maintenant, mais a priori l'ensemble et le résultat est un peu fouillis. Mais tout ça, ce sont des considérations d'adultes, de spécialistes du cinéma. Vos enfants, eux, ils vont adorer, forcément, parce que c'est enchanteur, c'est magique, il y a des chansons. Donc, amenez-les. Je suis pas sûr que vous serez emballés, mais en revanche, vos enfants, vous leur ferez passer un super moment. Merci beaucoup, merci Loïc pour toutes ces sorties du week-end et donc de la semaine. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir des Colliers. Cette semaine, son invité est Michal, qui est chanteur et donc ancien candidat de la Starac. Donc si tu le veux bien, on va passer sur la dernière partie, celle qui est vraiment consacrée à l'école. Oui. Toi, tu n'as pas connu l'école française, mais est-ce que tu as quand même un regard et un avis dessus? Je peux comparer à l'école au système polonais ou pas? Bien sûr. Je pense que le système polonais est plus difficile et plus exigeant. Et ça, c'est déjà une réflexion que je me suis faite quand je suis rentré à l'université, à la Sorbonne. Alors, je ne sais pas si ça vient de la lourdeur de l'histoire de notre pays, où il fallait toujours se battre pour quelque chose, où on disparaît de la carte de l'Europe et on revient, on disparaît, on nous départage. Mais je sens qu'en Pologne, c'est plus difficile et que les profs sont plus exigeants et que l'éducation est plus sévère. Et ça, j'observe ça encore jusqu'à aujourd'hui quand je vois mes élèves, surtout mes élèves enfants qui sont toujours à l'école ou un peu plus grands qui sont dans les écoles supérieures. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus facile en France. Bah, en vrai, quand on voit ton niveau de français, si nous, on étudie 4 ans seulement une langue, on n'est pas bien. Après, je pense que j'étais un petit peu obsédé aussi. Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer dans le système français? Pour moi, par exemple, il était lunaire de savoir qu'il n'y avait pas à l'école les mercredis. Ah oui? Oui, parce que nous, quand je dis ça à mes copains polonais, ils disent oh, mais comment ça? Donc du coup, l'enfant, il va à l'école lundi, mardi, il commence à rentrer dans le rythme, et le mercredi, bam! Bon, certes, il y a tellement d'activités extrascolaires. Bah après, il y avait le matin aussi. Mais pas dans toutes les écoles, j'ai l'impression. Je le vois avec mes élèves. Parce que c'est vrai que du coup, pour moi, le mercredi, c'est ma journée de folie, parce que c'est là où je vois la plupart de mes enfants. La plupart de mes enfants, je les vois les mercredis. La plupart de mes élèves enfants. Donc je vois qu'ils font beaucoup de choses, d'activités extrascolaires, et c'est génial. Mais c'est vrai que pour moi, c'était surprenant. Je me mettais à leur place et je me disais, moi, ça m'aurait, autant que Fayot et bon élève, etc., ça m'aurait un peu cassé le rythme. Parce que quand même, c'est une sorte de démarrage lundi matin. Et de le couper le mercredi, moi, ça m'aurait dérangé. Après, attention, je suis personne pour juger, voilà, mais c'est juste une petite remarque qui m'a surpris autant que quelqu'un qui sort de notre système. Je comprends. Ouais. Est-ce que s'il y avait une chose dont la France doit s'inspirer sur la Pologne, ça serait quoi? Oh, mais chaque pays est différent et chaque système, il est différent. Après, j'aime bien l'idée qu'on insiste un petit peu sur les langues étrangères en Pologne, peut-être un peu plus qu'en France. Bon, on en aurait besoin, oui. T'es pas la première personne à le dire ici. Mais je le dis, en même temps, je culpabilise de le dire parce que ça, du coup, ça devient une généralité, alors que j'imagine qu'il y a des écoles qui travaillent un peu plus. Non, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, quand je retourne la question. Non, bah, je pense que non. Je pense que t'es pas le premier à le dire et que ceux qui l'ont dit avant ont étudié en France. Enfin, et c'est vrai qu'on a un petit problème avec les langues. C'est vrai. Après, je peux comprendre, la vôtre, elle est tellement belle. Moi, j'ai mis des années à l'apprendre. Donc, je ne peux pas maintenant dire, ah, les Français, c'est quand même dommage, ils n'apprennent pas les autres langues. Parce que moi, je suis tellement heureux de parler français que je peux comprendre, hein, quelque part, votre positionnement. L'école de demain, tu la vois comment? J'espère juste qu'on ne va pas perdre l'essentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, j'espère qu'un petit peu comme dans la musique, ou même dans le mode de fonctionnement, ou même dans la mode, etc., on aura des moments de revival où on retrouve un peu les racines. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que j'ai l'impression que, et ce qui est normal, parce que les écoles suivent ce qui se passe dans la société, donc ça devient de plus en plus moderne, avec les tablettes, avec
Je pense que ce qui me fait le plus peur pour les générations, alors moi je n'ai pas d'enfants, mais j'en vois beaucoup et ils font partie de ma vie là. Évidemment, je parle de mes élèves. Comme quoi, oui. Je pense qu'il y a un truc de quarantenaire là qui se met en place. Où je parle de ma filleule qui a 8 ans et qui vit en France. J'espère juste que toutes les histoires de l'intelligence artificielle, de ce chat qui les aide, où ils peuvent se faire aider à faire leurs devoirs, j'espère que ça ne va pas prendre le dessus. Parce que j'ai déjà vu mes élèves enfants, voilà, ça y est, j'ai compris que ce n'était pas mes enfants, essayer de faire leurs devoirs grâce à ce genre de choses. Ah oui? Oui, j'ai vu et je trouve ça... Et je ne suis pas leurs parents, donc je ne peux pas leur faire la morale, mais parfois je me suis quand même autorisé à leur dire « ça ne sert pas à ça en fait ». Et ils me disent « oui, mais de toute façon, là c'est un truc de maths, tu sais, moi je ne lis pas mon avenir à ça, donc ça va me servir à rien ». Et je leur dis, mais c'est l'apprentissage en lui-même qui va te servir à quelque chose. Certes, parfois on apprend des choses qui ne servent à rien, mais c'est justement juste tout ce chemin qui va t'apprendre quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que toi, tu as raisonné. Oui, et c'est pour ça que je m'autorise à leur donner des conseils. Mais c'est vrai que toute cette histoire de l'intelligence artificielle me fait peur, parce que les enfants ont accès à ça, et du coup, là, ça peut être dangereux. C'est déjà la fin de l'émission. Oui, je suis désolé, j'ai été très bas. On ne peut pas faire volume 2. On va être obligé. En tout cas, merci. Je ne vous ai pas raconté plein de choses encore. C'est vrai. En tout cas, merci de nous avoir livré tous ces souvenirs. C'était super joli. C'est une belle leçon de vie. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci beaucoup. Merci Malika, merci Michel. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Alors, ce robot que vous nous avez amené aujourd'hui en plateau s'appelle Alphaï. Le robot s'appelle Alphaï, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, le robot ne passe pas l'aspirateur, il ne tombe pas la pelouse, donc ce n'est pas un robot utilitaire. C'est un robot qui a pour mission de se mouvoir avec sa caméra, ses ultrasons, ses infrarouges, de suivre une ligne sur le sol, de taper dans un ballon, d'éviter les obstacles. Et avec ces prétextes donc, de motion du robot, on va comprendre en fait comment fonctionne un algorithme, et on va pouvoir tester différents algorithmes pour arriver au même résultat. Et de façon ultime, on va pouvoir faire de la programmation en langage Python, de nouveaux algorithmes, pour faire au robot des choses pour lesquelles il n'a pas été conçu au départ. Vous organisez aussi, je crois, dans les écoles, des courses de robots. Exactement. Donc on commence en général en classe de techno, par des courses de robots autonomes, et on voit que ça génère une excitation très grande auprès des enfants. Typiquement, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est une fête de la science où les enfants testent leur capacité d'apprentissage des robots. Ensuite, on met le robot en mode autonome et le robot est aussi bon que le set de données qu'il a reçu au moment de l'apprentissage. Donc, les enfants qui ont bien entraîné leur robot gagnent la course et ceux qui ont moins bien entraîné leur robot ne la gagnent pas. Ça veut dire que dans le cadre d'un exercice comme celui-là, la programmation par les enfants se fait en amont de la course? Et ce n'est pas exactement une programmation, c'est plutôt on rentre des images, on rentre des images effectivement d'entraînement. On entraîne en fait le robot et c'est ces images d'entraînement qui vont permettre de mobiliser l'IA, l'algorithme, pour pouvoir gagner la course. On est en amont de la programmation. On est vraiment dans une IA. Par contre, on va retrouver la programmation en aval pour les très grands qui vont faire de la programmation en langage Python d'algorithme. Ah oui, c'est mais ça. L'apprentissage de l'IA est un petit peu une alternative en fait à la programmation en langage Scratch qui est très très connue dans l'élémentaire et dans les classes de techno. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les leucodystrophies? Oui, alors les leucodystrophies sont des maladies dégénératives d'origine génétique qui affectent la myéline, donc c'est la gaine du nerf qui touche donc le système nerveux au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Et ces maladies entraînent des situations de handicap très lourds et elles entraînent aussi une destruction, une perte progressive des fonctions vitales, sensorielles, motrices, mentales, donc tout ce qui touche la vue, l'ouïe, la locomotion, la parole, la mémoire. Et ce sont donc les leucodystrophies sont des maladies graves et qui entraînent le décès trop souvent. Une des premières questions que pose l'enfant, donc cet enfant qui découvre Ricardo qui va peindre avec tout son équipement sur les épaules, on est au bord de la mer, sur l'estran rocheux, il va aller dans une grotte, tout ça est assez inconfortable. Et une des premières questions que pose l'enfant est à quoi sert de passer tout ce temps à représenter ce qu'on pourrait capturer en un seul clic de téléphone? Alors, je vous pose la même question, à quoi ça sert aujourd'hui? Mais
C'est un petit peu ça, ce qui est extraordinaire avec Ricardo, c'est qu'il passe des mois entiers, mais c'est vraiment un peintre d'extérieur. Il est vraiment tout le temps à l'extérieur quand il peint, et il s'est approprié cette espèce de frange de côte qui doit faire, je ne sais pas, 5 ou 6 kilomètres. C'est une espèce de chaos rocheux, très difficile d'accès, très sauvage, où on oublie vraiment presque même les animaux, la présence des animaux. C'est presque un coin de lune, quoi, mais battu par la mer. Et je sais que Ricardo, il peut peindre toutes sortes de choses, il a un talent dingue, mais je ne sais pas pourquoi lui s'est attribué depuis 5 ou 6 ans de peindre cet endroit de différents points de vue, à différents petits endroits, petits spots qu'il choisit lui-même. Et sa particularité, c'est qu'il peint d'une façon fragmentaire, c'est-à-dire qu'il fait des petits carrés qu'il transporte avec lui et qu'il assemble tous ces carrés pour faire de grandes toiles. Voilà. Ce qu'on voit ici, si vous regardez, quand vous voyez juste, non, là, hop, voilà. On parlait tout à l'heure d'apprendre à coder. Est-ce que c'est un effet de mode ou pas? Est-ce que c'est important? Vous disiez que c'est aussi un enjeu d'emploi. C'est aussi savoir se différencier lors d'un entretien d'embauche. Est-ce que vous diriez que ça fait ressortir quelque part son dossier pour des études supérieures ou pour un emploi? Oui, je crois que c'est une compétence acquise. C'est un petit peu comme parler l'anglais. C'est essentiel aujourd'hui. Je pense que c'est un plus, en tout cas. Alors, effectivement, si vous voulez être sage-femme, je ne suis pas sûr que ce soit essentiel. Mais par contre, encore que, je pense que de plus en plus, il y aura des technologies qui vont aider, en fait, les médecins au diagnostic, qui vont aider les enseignants à faire leurs cours. Donc, maîtriser l'IA, comprendre l'IA, ça peut aider dans pratiquement toutes les professions. Et dans certaines professions, c'est absolument indispensable. Si on est effectivement développeur, codeur, c'est absolument indispensable. Mais je pense qu'un peu partout, avoir cette compréhension, ça peut être effectivement un plus. Oui, parce qu'apprendre à coder, c'est aussi apprendre tout un tas de soft skills, ces compétences douces, que ce soit la résolution de problèmes, la communication, la résilience, le travail d'équipe. C'est ce que vous voyez, est-ce que vous avez à cœur aussi d'enseigner aux enfants? Alors, évidemment, notre enseignement de l'IA est un enseignement collectif, c'est-à-dire que c'est en aucun cas un enseignement purement individuel. Ce sont les ateliers, en fait, dès la classe de 5e, nous fonctionnons en général avec une quinzaine d'élèves ou d'étudiants. Ils vont pouvoir manipuler, comparer leurs résultats par rapport à celui ou celle du voisin. Et donc, effectivement, c'est un effort collectif et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est une compétence qu'on acquiert, en fait, en groupe et en suscitant beaucoup de discussions très, très, très intéressantes. Et justement, en parlant de ça, l'association ELA, elle soutient la recherche, mais elle vient aussi en aide aux familles. Oui. Par quoi ça passe? C'est un soutien psychologique avant tout? Alors, il y a un soutien psychologique, effectivement. Il y a une psychologue dans l'association qui échange avec les familles qui en ont le besoin. C'est également un soutien administratif au niveau de l'établissement des dossiers, parce que évidemment des dossiers sont mis en place avec la MDPH au niveau du handicap, etc. Donc c'est des dossiers qui sont assez lourds à faire pour les familles. Donc nous avons des assistantes sociales qui sont là pour les aider. Et puis c'est aussi une aide financière pour réaménager leurs parce que habitats. Forcément, quand ils sont petits, on arrive à gérer, mais quand les enfants grandissent, il faut réaménager. Merci à vous de nous avoir suivis, toujours si nombreux. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les Box Orange et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Merci à vous, cher Loïc. Avec un grand plaisir. Évidemment, vous ne nous quittez pas, on vous retrouve très vite, j'espère. Oui, juste le temps de faire passer le week-end, je reviens lundi. Parfait. Voilà. Bon, encore pour une chronique, j'imagine, merveilleuse et les informations toujours nécessaires, importantes. Merci à toute l'équipe, à la réalisation, c'est Ulysse Tourret, le son, Héloïse Merlin, Laure Audemont au maquillage, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.